Destiny va nous faire une présentation qui porte sur, je reprends le titre, Diaspora connectée en mouvement, comment établir des passerelles de développement numérique entre le Canada et les pays d'origine des immigrants africains. Alors, un petit mot sur Destiny Chewali. Il est professeur de communication internationale au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal, donc à l'UQAM, où il dirige l'Horizon. L'Horizon, c'est l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique. Il est en même temps membre de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement et du groupe de recherche sur la communication internationale et interculturelle de l'UQAM toujours. Ses principaux centres d'intérêt maintenant. Il porte sur le modèle multi-acteur de la gouvernance internationale d'Internet, les fractures et solidarités numériques nord-sud, l'impact du numérique sur la diversité des expressions culturelles au Québec, Canada, et à l'international, en particulier au sein de la francophonie. Destiny Chewali est spécialiste de la coopération internationale dans le domaine de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service du développement. Il collabore comme expert avec plusieurs organisations telles que l'ICANN, Internet Cooperation, Assign Norms and Numbers, la Commission européenne, le secrétariat des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, l'UNESCO et l'OIF, donc Organisation internationale de la francophonie. Pour terminer, Destiny assume par ailleurs depuis 2017 la fonction de président du conseil d'administration de la section québécoise de l'ISOC, donc Internet Society, organisme œuvrant en faveur d'un accès et d'une diffusion généralisée de l'Internet libre, ouvert et neutre au Québec et dans le monde. Destiny, vous avez la parole. Et je pense que le sujet que je vais aborder va certainement m'aider un peu, me faciliter la tâche, puisqu'il va être question donc de l'impact du rôle des diasporas, justement, dans les connexions, les interconnexions, si vous voulez, des écosystèmes entre pays d'origine et pays d'accueil. Alors, tout de suite, je voudrais, si le technicien me suit et peut passer au slide suivant. Slide suivant, s'il vous plaît. On va essayer de contextualiser d'abord en premier cette notion de diaspora, notamment dans les effets que ça peut avoir sur notre construction identitaire. Et j'aimerais pouvoir resituer justement la notion dans son contexte historique, où le thème désigne vraiment la dispersion des communautés ethniques ou de peuples de même origine nationale à travers le monde. Et cette notion réfère aussi beaucoup au mouvement volontaire, mais j'insiste aussi involontaire, de communautés de migrants de leur terre d'origine, de leur pays de naissance, vers d'autres régions géographiques. Et historiquement, je ne vous apprends rien, les communautés africaines, afro-américaines et afro-antillaises notamment, sont utilisées justement comme des archétypes même de la notion de diaspora, dans le sens où ça reste des communautés qui entretiennent entre elles des liens affectifs, culturels, économiques et politiques aussi, par-delà même des frontières et hors de leur territoire originel. L'utilisation du thème de diaspora, tout comme ultérieurement celle de, par exemple, afro-américain, africain-américain, avait donc pour ambition de restituer son passé et ses attaches à une communauté qui en avait été dépossédée. Je vous passe de tout le contexte lié à l'historique de l'esclavage et de la traite négrienne. Et on ne peut pas ne pas se passer quand même de cette définition originelle aussi de J.A. Armstrong qui conçoit la diaspora comme toute collectivité ethnique qui ne dispose pas d'une base territoriale au sein d'une société politique donnée et donc qui demeure une minorité relativement faible sur l'ensemble de cette société. À partir de là, vous imaginez que c'est très facile de voir qu'on est en face, quand on évoque cette notion de diaspora, à des cultures voyageuses qui sont diverses, qui sont délocalisées et qui sont confrontées à des réseaux de lieux multiples
Et là, il y a une problématique qui se pose qui est celle de leur identité, une identité qui se retrouve souvent hybride à travers des zones d'interface conflictuelles, mais qui en même temps s'enrichit, on va dire, de la diversité, de notions comme l'interculturalisme et du fait même diasporique de se retrouver en force pour pouvoir peut-être contribuer et garder le lien avec le territoire d'origine. Nous aurons certainement dans le tournant de l'histoire un ouvrage qui nous aurait marqué, qui est celui de The Black Atlantic, un ouvrage de Paul Gilroy, qui justement rappelle que quand on parle de diaspora, il y a deux interprétations importantes à garder à l'esprit. D'une part, celle de la diaspora comme une conscience unitaire vis-à-vis donc du territoire d'origine. Et là revient toute la notion de solidarité, hein, tout le symbole de l'unité et de la continuité, qui peut transparaître dans des notions comme par exemple l'afrocentrisme ou encore le panafricanisme, pour ne citer que ces deux-là. Et une deuxième dimension qui est plus celle de l'hybridation dont je vous parlais tantôt, ou de l'hybridité, si vous voulez, des identités. Et là, on est plus dans une approche de la diaspora sous forme de réseau, communauté d'échange, de pratiques, emprise au mouvement, emprise à l'interconnexion, emprise à des flux justement et des allers-retours entre terre d'accueil et terre d'origine. Puis, cela nous amène à rentrer dans le vif du sujet, qui est celle de l'expérience même de la migration dans notre contexte contemporain aujourd'hui, une expérience qui est très clairement en train d'être transformée justement grâce au numérique et à une notion à laquelle certains chercheurs, beaucoup de chercheurs ont fait allusion, qui est celle des migrants connectés. Et l'une des chercheuses qui a le plus travaillé sur cette notion de migrants connectés n'est rien d'autre que la professeure Dana Diminescu, qui justement est allée jusqu'à développer un concept de e-diaspora, juste pour expliquer qu'on est face à de nouveaux phénomènes de constitution de groupes, de communautés en ligne qui justement essaient d'utiliser toutes les possibilités permises par les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour être plus efficients dans leur contribution, par exemple, au développement de leur territoire d'origine. Et donc là, on assiste à un changement de paradigme. Hein. On part du migrant déraciné qui ne veut pas forcément garder de lien avec son territoire d'origine à une figure du migrant connecté, justement, avec la forte tentation de pouvoir avoir le contrôle d'être à la fois ici et de pouvoir être aussi là-bas dans le même temps. Je vous rassure, l'homme n'a pas encore de pouvoir d'ubiquité, là, à ce que je sache. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux, les différentes applications qu'on peut avoir en ligne, nous permettent justement d'avoir cette sensation de ce qu'on appelle la présence connectée. Et comment ça se manifeste? Vous voyez souvent les habitudes de consultation de médias en ligne par les membres de la communauté, consultation de médias locaux, hein, évidemment, les échanges et les contacts réguliers via WhatsApp, Skype, FaceTime, etc., les forums de discussion qui peuvent parfois être très politisés, très politiques, les pratiques de transfert financier, bien évidemment, d'envoi de fonds et de financement participatif, tout ça, et l'appartenance donc à de nouveaux réseaux de communautés, de pratiques, mais surtout d'intérêts et aussi des réseaux d'affaires, d'échanges professionnels qui se propagent de plus en plus dans l'univers du web. Cela m'amène maintenant à évoquer comment on capitalise sur tout cet environnement, cette transformation et ces opportunités que pose le numérique, comment on y capitalise en tant que diaspora par rapport aux liens justement qu'on peut avoir entre migration et développement. Je vous invite à méditer un peu pour poser le cadre de cette réflexion sur cette citation de Peter Sutherland, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour les migrations. Ça date un peu, c'était de 2006, mais je pense que c'est toujours d'actualité et ça fait toujours réfléchir cet extrait-là que je vous ai choisi. Les migrations sont mères du progrès et de l'innovation. La volonté et le courage nécessaires pour laisser derrière soi sa famille et son pays sont les mêmes qui ont toujours
animé, habité des entrepreneurs, des innovateurs au cours de l'histoire. Aujourd'hui, notre monde est façonné par l'industrie des immigrés. Et même si on peut constater des dérapages liés, des dérapages récents, hein, des faits d'actualité, mais aussi des processus en cours liés justement au contrôle des flux migratoires, à toute la question, la problématique des réfugiés, on ne peut pas nier le fait que le phénomène migratoire reste un instrument au service du développement et de la croissance. Comment concrètement? Bien évidemment, pour le pays d'accueil déjà, commencer, pour aussi le pays d'origine et enfin pour les migrants eux-mêmes. Et cette contribution des diasporas et des populations immigrantes au développement, elles sont vraiment multiples, hein, peut s'incarner à travers le capital humain, tout le savoir-faire et l'expertise. Vous le savez, le nombre de personnes qualifiées, de travailleurs qualifiés, par exemple, qui ont à cœur d'apporter ou de transférer leur expertise vers les pays d'origine. Les apports monétaires, les flux financiers, le commerce international, donc tout un ensemble de dynamiques d'échanges économiques, en fait. Et enfin, tous les réseaux aussi d'échanges culturels, hein, avec le rôle joué par, entre autres, les ambassades, mais aussi les institutions culturelles à l'étranger, etc. Donc, tout ça pour vous dire que nous commençons vraiment à peine à apprendre et à faire, comment on appelle, à profiter, si on peut dire, de tout ce qui peut être apport de ces phénomènes de migration. Chacun détient en quelque sorte une pièce, un morceau du puzzle, mais à ce jour, personne ne dispose encore du tableau d'ensemble par rapport vraiment à tout le potentiel que cela peut apporter justement dans un esprit de partage, de solidarité et surtout de co-développement sur l'échiquier international. Si on en vient au secteur du numérique en soi et qu'on prend le cas du Canada par exemple, prochain slide, nous allons voir que la croissance de la valeur de l'économie numérique au Canada est vraiment en pleine ascension. On est passé, enfin, on est à 40,2% de progrès de croissance entre 2010 et 2017. Et l'économie numérique représentait en 2017 4,7%, donc pratiquement 5% de tous les emplois canadiens. Et l'autre bonne nouvelle, quand même, ou fait en tout cas sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que les travailleurs issus de l'immigration représentent 40% des travailleurs dans le domaine des TIC, des technologies de l'information et de la communication. 40% comparé à un cas à peine dans l'ensemble, pour le reste de l'ensemble de l'économie. Et en même temps, vous l'avez entendu certainement, le gouvernement du Canada, mais aussi au Québec, plus au Québec d'ailleurs que dans l'ensemble du Canada, ont fait face à un problème de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ça s'entend, et qui se prononce et accentue de plus dans le secteur du numérique, dans le secteur des technologies de l'information. On parle notamment de 44 000 postes à pourvoir au Québec et plus de 200 000 dans tout le Canada d'ici 2021. Ça, c'est les estimations du Conseil des technologies de l'information et de la communication, le CETIC. Et tout cela a amené le gouvernement fédéral à élaborer une stratégie, carrément, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces stratégies-là, stratégie nationale de développement des talents numériques au Canada, horizon 2020. Et ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est qu'on y lit, on apprend qu'il y aura une part importante qui va être accordée, une attention importante aux immigrants, aux travailleurs professionnels étrangers, là, les PFE, comme on les appelle, les femmes, les jeunes, les autochtones aussi, tout ça, afin de combler cette pénurie-là. Donc, vous voyez, il y a de la place à prendre et en tant qu'immigrants travailleurs qualifiés dans ces domaines-là au Canada, il y a une valeur, là. Il y a une vraie valeur, une vraie richesse et des opportunités à prendre. Vous allez voir sur le prochain diaporama, celui-là, justement les différents piliers de cette stratégie nationale de développement de talents au Canada. Et quelque part, on met sur favoriser l'entrepreneuriat numérique. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, vous voyez de plus en plus d'immigrants se lancer dans des entreprises numériques, des entreprises de services, de fourniture de solutions numériques. Mais moi, je vous dirais que là où il y aura une plus forte plus-value, c'est si on maintient cette dynamique et qu'on la met à disposition des besoins en Afrique, des besoins du continent,
continent, vous savez que quand on évoque l'Afrique, ben, c'est effectivement, on l'a dit, souligné depuis ce matin, toujours ces clichés de misérabilisme, de pauvreté, de maladie, de guerre. Mais l'autre face de l'Afrique qu'on ne montre pas, mais ceux qui veulent la voient bien, hein, ils savent comment courir pour aller en profiter. Cette image de l'Afrique qu'on ne montre pas assez, malheureusement, dans nos médias, c'est l'Afrique qui bouge, c'est l'Afrique de la révolution numérique, c'est la cyber-Afrique, l'Afrique des opportunités, terre de croissance, où les Chinois, les Indiens, les Français, pour ne pas dire, se ruent littéralement sur le continent pour aller répondre à des besoins, mais en s'appuyant beaucoup sur toutes les possibilités et les opportunités offertes par le numérique. Alors, est-ce que, en tant que membre de la communauté diaspora au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, une diaspora africaine notamment, on se laisserait regarder tout simplement encore pour assister à une nouvelle forme de colonisation numérique par ces géants. Là, aujourd'hui, on parle de GAFA, de Google, Amazon, Facebook, Netflix et whatever de ce monde, qui, bien évidemment, contrôlent à la fois les tuyaux, les infrastructures, réseaux de télécommunications, mais aussi, de plus en plus, les contenus qui y circulent. Et il y a des enjeux de diversité culturelle, ma collègue Fanny Boisvert va en parler tantôt. Il y a des enjeux de souveraineté culturelle, de souveraineté numérique même, quand on parle de cybersécurité, tout ça. Et pourtant, ce n'est pas des ressources qui manquent, ce n'est pas le potentiel qui manque, ce n'est pas l'ingénierie qui manque. Moi, j'ai été à Abidjan, j'ai fait une série de voyages à Abidjan ces dernières années. C'est impressionnant, vous pouvez vous imaginer là, l'effervescence dans ce domaine où vous voyez des jeunes start-upers débrouillards qui se lancent avec peu de moyens, qui participent à des concours, des hackathons, par-ci par-là, qui des fois se font voler leur idée littéralement par des entreprises multinationales comme Orange ou autres, mais qui quand même tiennent et qui essaient de penser à répondre à des besoins du quotidien, développer une tablette numérique pour répondre à des besoins, par exemple, en télédiagnostic, dans des villages où ils n'ont pas assez de médecins, dans l'agriculture, là, mettre des drones pour essayer d'aller irriguer des coins. Il y a vraiment un ensemble d'opportunités, de choses qui sont en train, de dynamiques qui sont en train de se manifester sur le continent. Et je commence à finir là-dessus. Là. Toutes ces opportunités, moi, je pense que c'est des tendances qui vont être constatées sur le long terme. Ce n'est pas juste des effets de mode. Parce que beaucoup vont vous dire, oh, ben, vous allez voir, là, ça va faire peut-être shit bientôt. Ce n'est pas des tendances longues, durables. Mais le contraire, moi, je pense que c'est le contraire qui va peut-être se concrétiser et puis se manifester dans le sens où il y a plein de signaux verts, il y a plein de signaux positifs. La fracture numérique dont on parlait, elle existe toujours, là. On ne va pas se leurrer. Les débits ne sont pas les mêmes partout quand on passe d'un pays comme le Maroc, le Sénégal, et qu'on va dans des villages du fin fond d'une région africaine. On a cette fracture numérique-là. Même dans les capitales, des fois, la consommation, par exemple, de films en streaming, ce n'est pas encore évident parce qu'on n'a pas le très haut débit. Mais il y a des opérateurs qui investissent dans le développement de ces réseaux-là et on ne va pas attendre forcément à chaque fois d'avoir toutes les infrastructures, sachant qu'on peut créer des besoins, on peut développer du contenu, on a un savoir-faire qu'on peut mettre à profit de l'écosystème. Et quelque chose qui est formidable à souligner, c'est tous ces écosystèmes d'incubateurs, accélérateurs, vous en avez peut-être entendu parler, qui sont un peu partout. Là. Ça pilule d'ailleurs, c'est comme une compétition de course aux champignons là, qui pousse, donc d'incubateurs, de PME dans le domaine de l'informatique, de la technologie de pointe. Et beaucoup de levées de fonds. Oh, on n'a pas vu, vous pouvez y aller très rapidement là, sur l'ensemble des opportunités. J'allais juste donner l'exemple du Kenya, par exemple, sur tout ce qui est transfert d'argent. Vous avez entendu parler de cette formidable application appelée M-Pesa, qui aujourd'hui est totalement vulgarisée, utilisée en Nairobi et partout au Kenya, et même des fois en Afrique de l'Est, en Tanzanie, dans les pays voisins, et qui montre que l'Afrique est, par exemple, occupe la première place au monde dans l'utilisation des téléphones mobiles pour effectuer des transferts d'argent. Voyez. Donc, il y a des domaines comme ça qui sont porteurs, et je vais aller plus loin. Ça, c'est l'une des avant-dernières diapositives. On a essayé de faire une analyse un peu de l'environnement pour essayer auprès des entrepreneurs, mais aussi des des professionnels du secteur, de voir quels sont les secteurs les plus porteurs. Et ça, c'était un peu le diagnostic qu'on a pu faire l'année dernière. E-commerce, aujourd'hui incluant e-marketing, publicité. Vous avez entendu parler peut-être de Jumia, une plateforme qui se compare à l'Amazon africain et qui s'est adaptée
Là où des entreprises comme Cdiscount français, du groupe français Bolloré, Lagardère, a échoué, ben, Jumia n'a pas échoué. Pourquoi? Parce qu'ils se sont adaptés aux réalités du marché en fournissant des services de livraison, par exemple, à domicile. Ils se sont adaptés aux problèmes de bancarisation, le fait que les gens ne peuvent pas acheter avec des cartes de crédit en ligne, en proposant la fameuse formule carry and cash, c'est-à-dire on vous apporte le produit et puis c'est au moment de la livraison que vous payez en cash. Et donc, il y a toute une avenue à explorer sur tout ce qui concerne aujourd'hui le marketing digital, la publicité personnalisée, tout ça. Bien évidemment, s'appuyant sur l'exploitation des données, là, c'est vraiment énorme le potentiel à investir dans ces domaines-là. Il y a agriculture, bien évidemment, tout ce qui est big data. Je ne dirais pas blockchain parce que cette fameuse chaîne de blocs-là, on sait que c'est une technologie décentralisée qui pourra nous aider, par exemple, pour la gouvernance, pour plus de transparence, lutte contre la corruption, tout ça. Mais des applications dans le secteur bancaire, la fintech, ça commence. Mais encore là, il faut rester quand même assez prudent parce qu'on ne saisit pas encore toutes les potentialités de cette technologie qui n'est pas encore à maturité. La fintech, je vous en parlais, les banques sont férues là-dessus actuellement, tout ce qui est services de mobile banking, les monnaies virtuelles un peu moins, c'est encore très embryonnaire. E-santé, télémédecine, ça s'en vient avec des unités de télémédecine, des télédiagnostics qui sont faites généralement beaucoup entre l'Europe et des pays d'Afrique de l'Ouest. Cybersécurité et sécurité informatique, moi je vous dirais que là, c'est une formidable niche parce qu'on a un bassin de talents en réseau informatique, sécurité, des gestionnaires de systèmes d'information qui peuvent être mis à contribution pour anticiper ou répondre à des besoins en matière de protection, par exemple, de données des citoyens du continent. Les gouvernements qui doivent justement améliorer leur stratégie en matière d'administration, de e-gouvernance, et puis bien évidemment, tout ce qu'il y a comme potentiel au niveau de l'Internet des objets, des villes connectées, le contenu local. On parlait tantôt des exemples en matière de musique. Il y a plein de jeunes au Congo, pour ceux que je connais, en tout cas celui qui est le plus connu, Baya Siamala, qui a créé sa plateforme Basique et qui est une plateforme un peu comme Spotify, là, qui diffuse et distribue de la musique afro-congolaise, par exemple, et qui valorise le contenu local. Et donc là, ça fait partie du type d'exemple de secteurs dans lesquels des gens d'ici peuvent investir là-bas. Et je vais terminer, mon président me rappelle, le modérateur me rappelle que j'ai juste 3 minutes, juste avec une série de bonnes nouvelles. Allez-y, très rapidement. Sami Abdelkrim, qui connaît et qui a arpenté toute l'Afrique, qui connaît vraiment l'écosystème des startups numériques en Afrique et qui dit, faites attention, l'Afrique est la dernière frontière conquérie par les GAFA. Si vous n'investissez pas dans vos talents, si vous ne trouvez pas des moyens de faire contribuer la diaspora, qui est très compétente dans le secteur à de l'ingénierie et au développement de l'innovation numérique en Afrique, ben c'est encore les mêmes géants, les grandes multinationales qui viendront le faire à la place, qui vont profiter de toutes les opportunités sur place là-bas. Suivant. Là, il y a des actions concrètes quand même qu'on peut faire là, avec nos humbles moyens. Vous avez certainement entendu parler de cette fameuse initiative Africa Web Festival portée par Madame Sidiawara de la Maison d'Afrique à Montréal, qui va naître à sa 6e édition. Moi, j'ai eu l'occasion, le privilège d'aller à plusieurs de ces rencontres et vous avez près de 3000 participants venant d'un peu partout de l'Afrique. C'est l'événement phare en Afrique francophone sur le numérique et les opportunités de rencontres et de projets qui naissent de là, je vous le dis parce que je peux en témoigner. Moi, personnellement, première participation, c'était 2017. Je suis revenu ici au Québec. J'ai entendu que le ministère des Relations internationales de la francophonie lançait un appel à projet Québec-Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les cartes de visite des personnes que j'ai rencontrées à Abidjan. On a parti ensemble un projet. Ça nous a pris à peine 3 semaines parce qu'on avait déjà eu des discussions sur place. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez là, le prochain slide, par exemple. Une formation des leaders Internet de demain. C'était un projet qui a été donc financé par le MRIF et qui nous a permis de former une cohorte de 30 jeunes, des profils d'ingénieurs en télécom, de doctorants. On était surpris d'avoir dans les candidatures des personnes qu'on a sélectionnées des gens qui faisaient des doctorats en intelligence artificielle. Je vous raconte pas des bêtises là. C'est pour vrai là. On a été vraiment impressionnés par la qualité des compétences des personnes qu'on a pu sélectionner pour cette formation. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des formateurs locaux parce que ça c'est une chose très importante à privilégier dans la coopération
nord-sud, là, si on veut, ou implication de la diaspora, tout ça, il ne faut pas oublier de tenir compte des ressources locales. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de compétences locales. Quand on veut faire des projets en Afrique, il faut commencer à voir qu'est-ce qui existe et sur qui on peut s'appuyer, des partenaires fiables. Fait que nous, on a fait ce diagnostic-là, on a pris des partenaires locaux et on a fait cette formation qui est maintenant en train de déboucher sur carrément un programme d'ambassadeurs parce que ceux qui ont été formés vont contribuer à la formation d'autres cohortes. Et pour terminer, je vais faire juste un clin d'œil à mes amis du CPAI, qui est le consortium des professionnels africains de l'informatique. Une formidable organisation, partie de rien du tout. Là, vous voyez sur l'écran Maudit qui a pris le relais au niveau de la direction. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sillonnent maintenant l'Afrique, ils vont au Rwanda, ils vont en Afrique de l'Ouest pour recruter carrément de la main-d'œuvre de là-bas, des gens qu'ils font venir à Montréal en utilisant des fois des subventions gouvernementales ici. Et moi, je pense que c'est le genre vraiment d'initiatives, de choses qu'il faut encourager en créant et en développant ces ponts entre ici et là-bas. Merci et désolé si j'ai été un peu long. Merci Destiny. On comprend que même si l'Afrique arrive en dernier en matière de développement, mais l'Afrique aussi a la chance de bénéficier des dernières innovations.